Alors bonjour à toutes et tous, je suis Gwenel Cinquin, le dirigeant de l'ODEL et créateur du Campus Club Formation, qui est un programme de formation et d'accompagnement dans les domaines des activités physiques et mentales au service du développement personnel et professionnel. Le Campus Club sponsorise le podcast Les Athlètes de l'entreprise qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, je vous invite à vous abonner à la newsletter du podcast pour recevoir tous les nouveaux invités qui jalonnent ces semaines et, euh, et aussi à noter le podcast sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Fignon dans le podcast Les Athlètes de l'entreprise. Valérie qui est directrice de la communication de l'agence d'événementiel et de marketing sportif Keneo. Bonjour Valérie et merci de ta présence au podcast aujourd'hui. Bonjour Gwenaël. Tu es en forme pour ce podcast? Bon, écoute, oui, je ne fais pas l'exercice tous les jours, mais ça me fait plaisir de le faire pour toi et pour le sport. Ah bah super. Merci encore de ta présence. Alors, juste quelques mots de ta bio. Nous, on se connaît déjà depuis quelques années et donc j'ai déjà la connaissance d'une partie de ton parcours. En tout cas, je vais la partager aujourd'hui avec l'ensemble des auditeurs du podcast. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, tu es directrice, tu nous en diras un mot d'ailleurs tout à l'heure, de l'agence directrice de communication de l'agence d'événementiel et de marketing sportif Keneo. Et tu as précédemment fondé et dirigé l'association Athlètes et Partenaires. J'y reviendrai aussi, j'ai quelques questions à te poser sur le sujet, que tu avais créé en 2016 avec le secrétariat d'État au sport pour fédérer les entreprises du pacte de performance et valoriser leur engagement en faveur des sportifs de haut niveau. D'ailleurs, je félicite, je ne savais pas ça, tu vois, j'ai appris ça dans ta bio, mais pour cette initiative d'intérêt général, tu as été distingué de l'Ordre national du mérite en 2020, une année célèbre qui a arrêté tout d'ailleurs dans le sport pour le coup. Donc tu as été, avant cela, tu as été directrice de la communication de l'école supérieure de journalisme de Paris et tu as intégré également l'équipe communication interne et externe du groupe Point P et organisé de nombreuses courses cyclistes professionnelles au sein de la société LFO, Laurent Fignon Organisation, dont la mythique course au soleil Paris-Nice. On parlera aussi sans doute. Alors, tu es reconnu et apprécié dans les milieux du sport et de la santé. Et tu es marraine de plusieurs événements sportifs et d'associations engagées dans la lutte contre les maladies orphelines et le cancer. Alors, ton livre célèbre Laurent, qui a été publié chez Grasset, alors qu'on trouve sans doute dans toutes les bonnes librairies, j'imagine, Valérie. Ah oui, on le trouve encore. J'en signe encore des milliers par jour. Non, mais on le trouve encore sur commande. Ok, super. Donc, il retrace mal le combat de ton mari, le cycliste Laurent Fignon, face à la maladie. Et donc, le livre a eu beaucoup de succès. C'est pour ça qu'il a inspiré un téléfilm qui s'appelle La Dernière Échappée, qui a été diffusé sur France Télévisions, pour lequel tu as été consultante. Et dernièrement, tu as participé au documentaire de la RTBF intitulé 8 secondes, retraçant le Tour de France mythique, évidemment, entre Laurent Fignon et Greg LeMond, pour ceux qui s'intéressent au cyclisme. Évidemment que ça fait partie des choses incroyables, voilà, d'une carrière de sportif de haut niveau comme l'était Laurent, bien sûr. Alors, juste pour commencer, donc j'ai expliqué que tu avais la direction de la communication chez Keneo. Tu peux nous en dire un petit mot dans ton rôle aujourd'hui chez Keneo et tes activités? D'accord. Donc, Keneo, c'est une agence de marketing et événementiel sportif. On a 5 business units. On fait de l'événementiel sur les grands événements. On fait du conseil aux collectivités, du conseil aux marques. On a une BU brand expérience où on accompagne les marques dans leur stratégie de communication. On a une branche servicing où on brande tous les stades. Quand vous allez voir un match de l'équipe de France, c'est nous qui décorons le stade, les LED, l'entrée des joueurs, enfin tout un tas de choses comme ça pour mettre en valeur les événements sportifs. Alors mon rôle, je m'occupe de la communication interne, externe pour l'agence. Donc voilà, on a participé aux Jeux Olympiques, pour la mairie de Paris, on a organisé toutes les fan zones que vous avez pu voir dans Paris, toutes les petites fan zones des arrondissements, des grosses fan zones à Valbon, à Créteil, à la Maison du Hand, plus métropole de Lille. Et puis là, on répond évidemment après les Jeux Olympiques qui ont été intenses, on répond à plein d'appels d'offres pour essayer de trouver un petit peu de business. On s'est étalé en Afrique aussi pour les Jeux de la jeunesse.
à Dakar en 2026. Donc voilà, on a plein de contrats qui débarquent et plein de contrats sympas à venir. Eh ben super. Donc as-tu appelé Edgar Gros-Piron pour les JO de 2000, je sais plus quelle année, là, les prochains JO d'hiver, pas les prochains, mais ceux d'après. Alors pas encore, Edgar, je l'ai connu il y a très longtemps. J'avais travaillé pour une agence dans les Alpes pour un gars qui s'appelait Jean-Louis Sevez. Il a organisé les Femmes en Or et Edgar venait à cet événement. Donc je l'ai connu il y a longtemps, mais là je n'ai plus son numéro de téléphone à Edgar, mais on va le retrouver vite. Ouais, ouais, C'est vrai qu'on ouais. voudrait se positionner pour les Jeux d'Alpes 2030, bien sûr. Ouais, super, avec Keneo. Bon, bah, merci hein, pour cette présentation. Merci encore de participer. Donc, alors c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et je sais que le sport a été un fil rouge dans ta carrière. On le voit au travers hein, de la bio que j'ai présentée tout à l'heure. Alors, pourquoi? Hein, la première question que j'ai envie de te parler, pourquoi le sport est resté ce fil rouge pour toi? C'est vrai qu'il a toujours été plus ou moins là. J'ai commencé petite avec de la gymnastique, du judo, de l'escrime, de la danse. J'ai un peu tout essayé, mais j'avais pas l'âme d'une sportive de haut niveau, donc je faisais ça. J'essayais, j'arrêtais, je recommençais. Et puis après, j'ai eu une grande pause dans le sport. Et puis j'ai une amie Karine Lima, pour ne pas la citer, qui m'a attirée à faire des raids sportifs. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Donc bon, évidemment, je gagne pas le raid, hein. En général. C'est plutôt au milieu de peloton, comme on va dire. Mais ça a toujours été là. C'est une pratique physique, mais aussi c'est un état d'esprit, le sport. Et puis c'est un univers qui m'a appris à me construire, ça m'a donné une structure et ça m'a donné du travail puisque j'ai enchaîné directement avec Laurent sur l'organisation des courses cyclistes. J'ai travaillé aussi pour le Grand Prix de France de Formule 1 à Nevers, pour Roland-Garros, pour voilà tout un tas d'événements sportifs auxquels j'apportais ma petite patte. Et puis ensuite, ça a structuré ma vie. Ouais. Et donc, comme tu le dis, donc tu pratiques le raid et puis beaucoup de sports que tu as fait quand tu étais jeune. Donc, le raid, tu Mhm. cours, tu nages, enfin, je sais pas, tu fais plein de choses. Sans doute, tu fais du vélo, Pendant les raids, c'est souvent, là, je vais participer ce week-end à un raid en Camargue, ça s'appelle des Fidèles. Et donc, Ok. c'est un raid où on va faire 15 km de trail, 25 de VTT et 15 de canoë. Donc, en Camargue, près des Saintes-Maries de la Mer. C'est toujours quelque chose qui se passe avec des copines. Alors, j'aimerais bien faire des raids mixtes, mais bon, je vais peut-être un petit peu ralentir les garçons. Donc, pour l'instant, je me cantonne à faire des raids avec mes copines du même niveau que moi. Donc, c'est plus voilà, un petit moment pour se dépasser. C'est un moment aussi où tout s'aligne, le corps, la tête, le souffle. On y puise de l'énergie. Et puis, il y a pas mal on pense beaucoup pendant le sport. C'est vrai que pendant un footing ou un raid, ben, je réfléchis. Il y a des décisions qui se prennent pendant ces moments-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de sympa. Ça fait du bien à la tête et au corps. Si je comprends bien, le sport t'apporte de l'oxygène pour prendre des bonnes décisions. Oui, c'est ça. Il peut dire ça. Il peut dire ça. Il faut bouger. Il faut bouger. Et ça apporte plein de choses. Est-ce que, au-delà de ton physique, de décision, est-ce qu'il y a d'autres choses que ça t'apporte au quotidien? Ouais, ça m'apporte des amitiés. Il y a eu vraiment des belles rencontres lors de ces raids, des filles que je vois depuis 15 ans, 20 ans maintenant. Et on est une famille. Donc ça apporte des choses en plus. Ça apporte un réseau, ça apporte parce que les femmes viennent de tous les univers, hein. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des sportives, il y a enfin des sportifs de métier ou des pompiers, voilà, il y a plein de filles qui viennent de tous les niveaux et c'est vrai il y a beaucoup d'entraide entre les raideuses. Et toi qui as travaillé à la fois dans le sport, on va en parler après, et et tu travailles encore dans l'événementiel sportif aujourd'hui, mais c'est quoi les grosses différences que tu as pu détecter, toi, entre dans les valeurs de l'entreprise et peut-être les valeurs qui sont plus communes? Les valeurs communes, c'est l'engagement, sans hésiter, l'engagement. Dans le sport, on apprend que rien ne se fait à moitié. Donc, on se fixe des objectifs, on s'ajuste et surtout, on comprend que la réussite est collective. Donc, dans l'entreprise, c'est pareil, c'est logique. Celle du collectif engagé, ça fait souvent la différence. Donc, Ok. c'est ce qui se rapproche le plus du sport. Du sport. Est-ce que tu as une réussite, soit dans le sport ou dans l'entreprise, qui te vient à l'esprit comme ça, si tu regardes dans le rétroviseur de toute ta carrière en disant, bah tiens, ça a été vraiment une belle réussite et pourquoi? C'est difficile parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été des réussites. Je ne sais pas quel exemple prendre.
C'est qu'il y en a beaucoup en réussite. C'est pour ça, comme ça. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a des réussites qui ont été des échecs. Par la suite, je pense à Paris-Nice, par exemple, l'organisation de la course. On l'organisait avec Laurent et puis malheureusement, on a été rattrapé par les grosses histoires de dopage en 98. Et on était vraiment lancé pour faire un beau Paris-Nice, pour l'organiser vraiment bien, le faire grandir. Et puis après, bah, le dopage est tombé là-dessus. Tous les partenaires sont partis et puis ASO a récupéré la course. Donc ça a été une grosse réussite, puis un échec. Un échec, mais alors, est-ce que ça fait grandir aussi, je pense. On dit toujours, on grandit dans les échecs, même si c'est. Ouais, ça fait grandir, mais bon, quand je vois partir la course tous les ans, ça me fait encore un peu mal au cœur, j'y pense. Et pourtant, c'est loin, hein. On l'a organisé 99 et 2000. Donc c'est très loin tout ça. Mais j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois cette course en disant, punaise, ça aurait été tellement bien de la garder pendant des années. Mais bon, c'est comme ça. Après, j'ai fait d'autres choses. Par exemple, les Jeux Olympiques, là, cet été, ça a été une belle réussite. Ça, c'est Bien sûr sûr. que avec Kenéo, on s'est régalé. Bon, on n'a pas organisé euh, de compétition en tant que telle. On a Mhm. vraiment travaillé sur tout ce qu'il y avait autour. Et les fan zones, ça a été une super réussite. Mhm. Donc, c'est valorisant. C'est valorisant de Oui. savoir que les gens ont passé des bons moments dans nos lieux. Et voilà, ça fait toujours plaisir. De toute façon, l'événementiel fait plaisir en général. C'est pour redonner du bonheur aux gens. Et donner du bonheur aux gens et à soi-même quand on est l'organisateur Oui, de à cette soi-même façon-là, quoi. quand on reçoit les félicitations, ça fait plaisir. C'est clair. Donc, alors, tu as eu la chance de vivre, voilà, t'es l'épouse de Laurent Fignon, un ancien cycliste de haut niveau, et puis qui a œuvré ensuite dans l'événementiel hein, autour de l'entreprise LFO. Euh, et quelle valeur avait-il bien réussi à intégrer dans ce domaine d'activité? Quelle valeur, lui, en tant qu'ancien cycliste, il avait réussi à garder aussi dans son entreprise à l'époque? Ben, il était populaire, Laurent, et c'est vrai qu'après sa carrière, il a eu envie d'embarquer les gens à travers le sport et le cyclisme. Ça, c'est vrai que ça a été son moteur. Et puis, disait, je ne sais faire que du vélo finalement, donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc, il a organisé des courses amateurs avant de faire des Mhm. courses pro. Mhm. Donc, il a embarqué les gens. Il avait le sens de l'exigence et du détail, évidemment. Il était très, Ok. très exigeant avec lui-même et avec les autres. Et bah, pour lui, organiser un événement, c'était comme préparer une étape du tour. Il fallait que ce soit précis, fluide, marquant. Donc il a travaillé comme ça toute sa vie. Et rien n'était jamais fait à moitié, lui non plus. C'était bien carré. D'ailleurs, on avait organisé pour Point P, là où on s'est rencontrés, hein, Gwen, Ouais, ouais. le challenge sportif. Et ça, c'est vrai que des gens de Point P m'en parlent toujours, des années après. On avait organisé un gros challenge sportif interrégional avec plein de disciplines. Et bah, c'est resté, c'est marquant, il avait de bonnes idées. Mhm. Ah, c'était une excellente idée. Alors, c'est vrai, quand je parle du sport et de l'entreprise, je cite cet exemple-là, hein, que les entreprises peuvent Ouais. organiser des choses on va dire sur le thème du sport avec la participation des gens. D'ailleurs, il y avait aussi quelques épreuves aussi un peu connexes au sport qui venaient se greffer à ça à l'époque. Et c'est vrai que bah, les fois à l'époque avec Laurent et toi, toute l'équipe, évidemment, vous aviez préparé ça aux petits oignons parce que la réussite aussi, le sport a cette image un peu dorée, on va dire. Et puis, finalement, ça marche parce que c'est très bien préparé. C'est quand même Ah oui, oui. un des points clés. C'est ce que tu dis de Laurent, évidemment, que j'ai eu la chance de croiser aussi à l'époque. Alors, tu as été aussi dans une association, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, qui s'appelle Athlètes et Partners. Et donc, quelle est la genèse et voilà, la vocation de cette association? Bah, c'était aidé d'un constat, les athlètes de haut niveau donnent tout pendant des années. Et puis, bah, leur avenir pro était souvent mis de côté. Ils gagnaient pas suffisamment d'argent pour vivre parce que même si on est athlète de haut niveau, bah, il faut payer son loyer, il faut passer du bon temps, il faut manger, il faut, voilà. Donc, il y a des athlètes qui ne gagnaient vraiment rien. Donc, le secrétaire d'État au sport de l'époque, Thierry Braillard, s'est dit, on va créer une association où on va convier des entreprises pour aider les sportifs avec des contrats d'image ou des contrats d'insertion professionnelle à l'époque. Et après, on a créé une fondation où il pouvait y avoir des contrats de mécénat. C'était plus facile pour les entreprises. Donc voilà, il y avait ces trois possibilités de créer des ponts pour les athlètes entre l'entreprise et l'athlète pour qu'ils puissent vivre et pour ensuite préparer la reconversion.
parce que il y a pas mal d'entreprises qui ont embauché les sportifs dès qu'ils ont arrêté leur carrière. Donc c'était vraiment et les aider par la suite. Donc qu'est-ce que Ouais, on avait construit un... Ouais. ouais, pardon, j'avais une autre question sur le sujet, hein, alors c'était à la fois, il y avait aussi des athlètes qui étaient, je crois, en e-sport, il y avait tout type d'athlètes et c'était inclusif. On va dire que cette association, elle était plutôt inclusive. Tu peux nous en dire un Oui. mot aussi? Ouais, c'était inclusif parce que c'est vrai que quand on proposait des sportifs à des entreprises, alors les entreprises se tournaient naturellement vers l'athlé, vers l'escrime. Il y a plein d'autres sports qui sont top. La natation aussi, voilà, c'était le judo, voilà, c'était les quatre sports. Tout le monde voulait ces athlètes-là. Mais on leur disait, non, non, il y a des chances de médailles puisqu'on sélectionnait des athlètes qui étaient potentiellement médaillables, déjà sélectionnables D'accord. pour les Jeux de Rio. Ça a été créé en 2015 et ensuite médaillables. Donc, Ok. on leur a imposé un peu de prendre des sportifs qui venaient d'un autre sport pour que tout le monde soit servi. Toutes les fédérations nous proposaient des athlètes et on essayait de tous les mettre dans les entreprises. Donc, oui, c'était très inclusif parce on proposait aussi des athlètes paralympiques, bien sûr, qui bien souvent étaient plus vieux, plus matures et étaient mieux intégrés dans les entreprises, enfin, qui rendaient mieux à l'entreprise. Ouais. Quand tu dis ça, ça veut dire qu'il y avait une question, c'est ce que tu indiques là, d'âge et de maturité, c'est-à-dire des athlètes paralympiques, on va Oui, bah, un peu plus en âge. Ouais. ouais, les athlètes paralympiques, ils sont plus âgés bien souvent Ouais. parce qu'ils commencent le sport tard pour certains après un accident de la vie. Euh, D'accord. donc c'est pour ça qu'on avait des athlètes qui avaient 30, 40 ans, qui étaient déjà matures, qui avaient déjà travaillé. Donc c'était plus simple que des petits jeunes qui avaient 18, 20 ans et qui n'avaient encore jamais bossé. Donc ils Oui. comprenaient pas trop. Parfois ils prenaient un petit peu le chèque et puis ils oubliaient un petit peu l'entreprise. Donc nous on était là pour les accompagner et et les driver pour qu'ils puissent aller voir le sponsor, répondre au sponsor. Voilà, il fallait les diriger quand même. Ok, il fallait les coacher. En résumé, il fallait Coacher. les coacher Il dans le fallait les domaine de coacher un petit peu. l'entreprise, Oui, forcément dans le domaine du sport, parce qu'ils avaient oui, évidemment oui, bah là, il y avait leur tout ce coach qu'il fallait. habituel, voilà, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais au niveau de l'entreprise, il y avait encore un petit peu de boulot pour certains, hein. Il y en a pour qui c'était naturel et tout se passait très bien. Ouais, ok. Naturellement. Tu as idée d'ailleurs du nombre d'athlètes que vous avez accompagnés? C'est 10, c'est 20, c'est 100 durant toutes les années de Oh là l'association? là, la première année pour les Jeux de Rio, ça devait être 195, quelque chose comme ça. Et Ah oui, là c'est un- maintenant, ils en sont, je sais pas, avec la fondation qui a pris le relais. Moi, j'ai quitté il y a 4 ans maintenant. Je sais pas où en sont les chiffres pour regarder la fondation du sport français, mais je sais pas, ils ont dépassé les 1000 athlètes, hein. Ah ouais, c'est super. Ah oui, il y a eu beaucoup d'athlètes qui sont passés par le dispositif. C'est énorme. Si je comprends bien, c'est 1000 athlètes, on va dire, qui ont été aussi rapprochés. Alors, bon, il y a la dimension, j'imagine, financière de l'aide que ça apporte financièrement à une carrière de sportif, mais ça rapproche aussi les sportifs du monde de l'entreprise Ah oui, 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 dans ce tout à que. fait. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu des grosses et des petites entreprises d'ailleurs qui ont pris des athlètes et il y en a qui sont toujours là. Non, non, c'est d'ailleurs le groupe Saint-Gobain là, dans lequel nous étions, Wen, je reviens qui tu veux, on leur a créé avec Kenéo d'ailleurs une team d'athlètes pour les Jeux Olympiques là cette année. D'accord. Et Ah, ok. bah, il y a plein d'entreprises qui continuent de les aider. On avait un peu peur que certaines les lâchent après les Jeux, qui a été le cas, hein, bien sûr. Mhm. Et d'autres continuent parce qu'ils y croient. Et puis, il n'y a pas que les Jeux Olympiques, hein, il y a les championnats du monde derrière. Il y aura d'autres Jeux Olympiques. Donc, les entreprises qui sont à l'international aussi gardent les athlètes parce qu'il y a plein de D'accord. choses à faire en com pour les Jeux. C'est toute une éducation à faire aussi aux entreprises françaises Ah oui, d'adeptes. oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, parce que les entreprises, parfois, elles ne savent pas quoi faire de l'athlète parce qu'elles n'osent pas le déranger. Il y a des disciplines où ils sont souvent partis à l'étranger pour s'entraîner. Ou, par exemple, les nageurs qui s'entraînent 3 fois par jour, c'est difficile de les faire travailler en entreprise. Oui. Donc, bah, il faut éduquer et l'entreprise pour pas qu'elle ait peur de déranger le sportif et le champion. Et puis, il faut éduquer l'athlète aussi à rendre un peu à l'entreprise ce qu'elle lui a donné. Très bien.
Bravo en tout cas pour cette belle initiative, voilà, dans laquelle tu as œuvré pendant plusieurs années. Et voilà, quand tu parles de 1000 sportifs, c'est des chiffres quand même qui sont Plus, il impressionnants. faut regarder. Ouais. Là, il faut regarder les chiffres de la fondation. J'aurais dû le regarder avant d'ailleurs. Bah, j'invite tous ceux qui vont nous écouter à aller jeter un œil et c'est ce que je ferai Ouais. quand Et à quand aider ce les athlètes. podcast. On va aller regarder ça et regarder les athlètes surtout, ouais, bien sûr. Ouais. Alors, on a parlé d'inclusion avec le domaine du handicap, par exemple. Un point, si on parle un peu d'équilibre homme-femme, et toi qui es une femme, hein, tu es la première femme d'ailleurs qui m'honore de ta présence dans les podcasts, donc je suis très fier. Je suis ravie. Et alors, dans les formations qu'on fait dans le cadre de Campus Club formation, on utilise parfois un jeu avec un quiz. Et un des quiz, et la question que je pose, c'est fréquemment dans les 5 sports collectifs pour le coup. Là, on n'est pas sur le cyclisme, on va parler du cyclisme après, mais sur les 5 sports collectifs en France, hein, basket, hand, volley, football, rugby. euh, c'est quoi le taux de féminisation, hein? C'est un taux que j'ai été chercher, il n'existait pas, et moi, dans mes activités, c'est un taux que j'ai été chercher. Mais en fait, c'est 14%, hein, le chiffre. Ça veut dire Ouais. que sur les entre 4 et 5 millions, alors selon les années, mais voilà, on va dire 5 millions, hein, c'est un petit peu moins, mais de licenciés dans les 5 grands sports collectifs, malheureusement, il y a 14% de filles, quoi, de femmes, hein. Mm. Donc, et je me suis dit, je vais interroger Valérie Fignon, donc je vais aller regarder dans le domaine du cyclisme. Et j'avais une Ouais. idée que le taux dans le cyclisme était supérieur à ça, et j'ai été surpris de voir que non. Et finalement, dans le cyclisme, c'est 12% de femmes. C'est quoi ta vision des choses sur ces taux-là qui sont faibles finalement? Là, c'est un vrai déséquilibre, c'est vrai, par un manque d'exposition et de moyens, je pense. Et parfois de crédibilité accordée aux femmes dans les disciplines. Parce que il y a encore des vieilles, il y a encore des personnes qui disent que les femmes sont pas forcément jolies sur un vélo. Hein. Avait de certains anciens cyclismes, dont le mien, Oui, oui, qui avait changé assez d'athlète. célèbre. Il y a un passage assez célèbre avec Camille Odo. Voilà, Marc Madiot. ça leur faisait bizarre de voir une femme sur un vélo, que c'était trop dur pour elle et tout ça. Et puis bon, maintenant ils ont changé d'avis, mais il y a encore du boulot. Moi, je le voyais dans l'association. On avait réussi à placer dans les entreprises, il y avait la parité après, les hommes et les femmes. Mais c'est vrai qu'au début, les entreprises se jetaient plus sur sur sélectionner un homme, les athlètes masculins, qu'une femme. Donc, puis après, ils ont vu qu'elle performait et que le sport féminin, c'est génial. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça change. Lentement, mais ça change. Comment tu arrivais toi justement quand tu étais dans l'association Athlètes et Partenaires, hein, tu étais la responsable de l'asso. Comment tu arrivais justement à convaincre, voilà, ou à engager les sponsors ou partenaires justement à prendre des femmes? Comment tu as réussi à ce virage-là? Parce que tu dis que vous étiez arrivé finalement à la parité. On leur disait on leur montrait les performances des filles. Ok, Que parfois, elles ok. étaient déjà championnes du monde, championnes d'Europe. Elles étaient dans le ranking hyper bien placées. Donc, on leur prouvait, on les forçait parfois. Mais alors, quand elles voulaient en prendre plusieurs, des athlètes, on disait, OK, tu prends 2 hommes, mais tu prends 2 femmes. Et tu présentes 2 Paralympiques. Voilà, on était dans la négo parfois. Mais ça se faisait quand même, ça se faisait naturellement. C'est parce qu'ils n'avaient pas le réflexe. Pas dire qu'ils disaient, non, non, je veux pas d'hommes, je veux pas de femmes, je veux pas de femmes plutôt. Pas du tout. Mais ils n'avaient pas le premier réflexe d'engager une femme. Après, c'était à nous de les convaincre et puis on y arrivait, hein. Et quel était le feedback après, alors que ce soit, voilà, d'avoir, quand tu dis que vous arriviez quasiment à mettre des quotas, alors même si c'est avec, on comprend bien, ça se faisait de manière un peu naturelle, mais euh, quel était l'apport justement de ces femmes en entreprise quand elles étaient accompagnées dans le cadre d'athlètes et partenaires? Elles étaient bien les filles parce que c'est vrai que parfois elles avaient aussi petit peu plus de maturité que certains garçons et elles avaient vite compris que c'était important de choyer le partenaire qui les aidait parce qu'il y avait l'après. Ouais, ah oui. Donc là où certains étaient encore dans leur sport, elles avaient bien compris que c'était nécessaire. Donc puis les femmes sont beaucoup plus bavardes parfois, donc la relation elle se faisait assez facilement avec les entreprises. Alors évidemment, il y avait des femmes qui ne jouaient pas le jeu et ça, elles n'étaient pas gardées longtemps. D'ailleurs, elles se punissaient elles-mêmes parce que les entreprises ne renouvelaient pas le contrat. Voilà. Mais globalement, ça se passait bien, ça se passait naturellement. Et alors,
j'ai parlé des sports, on a parlé du cyclisme, je parle des sports en équipe. Alors moi, je suis plutôt sur le basket, vu mon histoire, mais Oui. comment faire profiter plus largement aux femmes des vertus alors, du sport en général et aussi des sports en équipe, c'est comment ces taux assez faibles de 12-14%, au-delà de la méthode des quotas, enfin, quelque part, comment on peut faire grimper ces taux qui sont profitables aux femmes pour le coup. Euh, Faudrait que ce soit moins élitiste, plus ouvert. Il faudrait des clubs aussi qui donnent envie parfois, des ambiances qu'on se sent à sa place. Que certaines femmes ont peur oui, de pas être à leur place. Faudrait que la performance soit pas la seule grille de lecture. Voilà, il faut vraiment les accueillir. Et il faudrait surtout que les femmes soient plus visibles et engagées. Et quand tu dis ça, les femmes connues ou les femmes en général, quand tu dis que des femmes soient plus engagées de manière générale Bah, les femmes connues, elles peuvent porter une bonne parole et donner envie aux autres. Donc, elles prennent un petit peu plus la parole. Est-ce qu'il y a d'ailleurs vous qui décorez les stades? Est-ce qu'il y a quand vous décorez un stade, ce qui est votre métier chez Keneo, mais euh, est-ce que vous tenez compte de particularités ou est-ce qu'il y a des choses qui font que vous allez chercher les deux sexes quelque part, même si on est à décorer un stade de football pour un match masculin? Ah bah, si c'est un match masculin, non, c'est vrai il y a pas de femmes. Ça, c'est sûr. Ouais. Ok. Ça, c'est sûr. Mm. Non, on reste Ok. ouais, on expose les joueurs sur des totems, par exemple, sur des bâches, donc là, effectivement, si c'est l'équipe de France qui joue, ben, non, on va mettre en avant l'équipe de France. Mais c'est vrai Ok. qu'on organise aussi des événements pour les entreprises, corporate. Ouais. On a des événements, la Saint-Gobain Football Cup, Vinci Cup, EcoDDS, ce sont des enfants qui jouent au foot, des compétitions pour enfants, enfin pour enfants et jeunes et même étudiants. Et là, il y a la parité. Et Ok. maintenant, on fait même jouer les garçons avec les filles. Ok. Quel match de foot. Ok. Donc, Ouais, c'est c'est ça, bien. j'en essaie de faire bouger les choses, nous aussi. Je pense qu'il faut aussi que ça bouge probablement par les associations sportives qui sont partout en France, qui mélangent d'ailleurs jusqu'à une certaine catégorie les sexes. Oui. Moi, j'ai ma fille qui a joué au basket petite, elle jouait avec les garçons. Voilà, faute de licencier, on va dire les équipes étaient mixées. Je pense que c'est très profitable, mix. La diversité, quelle qu'elle soit, elle est intéressante. Alors, je reviens à ta carrière donc en tant que femme. Euh, c'est quoi les qualités qui t'ont été précieuses, voilà, au service de ta belle carrière? Belle carrière. Carrière. L'écoute surtout, la capacité à s'adapter. Quand il faut pousser, quand il faut reculer, voilà, il faut savoir doser. Et puis une forme de diplomatie aussi, savoir dire les choses avec un peu plus de rondeur parfois. Dans un monde d'hommes, j'ai travaillé dans le monde du bâtiment, donc c'était pas toujours très simple de s'imposer. Et bon, après on y arrive avec de la douceur, avec puis de la compétence, des compétences tout simplement. Être posé, si je Bah, comprends bien. être Et opposé. à l'écoute. Et à l'écoute. Après, faut pas chercher à ressembler au modèle masculin. On est différent. Il faut construire sa carrière. Voilà, il faut pas essayer de leur ressembler. On a tout à fait notre place. Ouais, votre place et votre identité et la tienne pour le coup. Et si tu avais justement un conseil, toi, à donner aux femmes qui vont écouter ce podcast et qui cherchent à s'épanouir hors des métiers autour du sport et en général peut-être, mais c'est quel conseil que tu aurais à donner aux femmes? Ne pas attendre qu'on leur donne leur place. Faut la prendre. Ouais. Il faut la prendre. Faut pas avoir peur des différences. Voilà, faut être ambitieuse. Voilà, le conseil que je donnerais aux femmes, de jamais croire qu'on est trop. Si tu es là, c'est que tu es à ta place normalement. Même s'il y a parfois des jalousies. Moi, j'ai bénéficié malheureusement de jalousie parce que voilà, peut-être un peu trop exposée à un moment médiatiquement. Donc il y a des coups bas aussi de femmes avec les femmes. Ouais, j'ai payé de ce truc-là et c'est pas très agréable. Donc il faut s'imposer. Il faut tracer sa route. Et comment tu t'en es alors j'imagine en plus quand on est exposé étant la femme d'un champion cycliste ou ex-champion cycliste, comment tu es ressorti de ça? C'est-à-dire effectivement des gens qui te mettent un peu des pots de banane ou des choses trappes, comme on dit, voilà, pas très sympa. Comment toi tu es arrivé voilà, à t'en sortir, à prendre du recul par rapport à ça? Alors c'est pas toujours facile, hein.
c'est vrai que les coups bas parce qu'on est la femme d'eux, faut toujours être encore plus légitime parce que on se dit, si elle est arrivée là, c'est parce que c'est la femme de Laurent Fignon. Non, pas forcément, c'est aussi parce que je suis Valérie. Ok, mon nom ouvre la porte, ça c'est sûr, hein. Mais après j'ai le nom, ok, mais la personne derrière s'efface et puis bah j'ai réussi à m'en sortir en m'en fichant un peu. Après, j'ai pris ça avec humour en disant bon, cause toujours, sois pas jalouse, c'est pas grave. Et puis j'ai quand même fait un petit burn-out. J'ai quand même fait un petit burn-out finalement parce que ça Ouais, atteint ça beaucoup personnellement. et voilà, ça atteint personnellement. Alors pour réussir à s'en foutre, mon mari y arrivait très bien. Tout ce qu'on disait sur lui de mauvais, il dit mais j'en ai rien à faire, c'est pas grave. Alors moi, non pas que je veuille être aimée par tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui m'aiment pas, que j'aime pas, normal, hein. Mais, mais parfois ça atteint quand même. Ça atteint. Donc bon, après, je me suis guérie, hein, il y a pas de problème. Mais ça fait mal par où ça passe, comme on dit. Et comment d'ailleurs, si tu as vécu un burn-out, qu'est-ce qui t'a aidé justement à sortir par le haut, on va dire, hein? Moi, j'ai un ami qui est en burn-out. Ouais, on a tous autour de nous, malheureusement, des gens qui sont passés par cette phase. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à repartir de ton pied? Et bien, mine de rien, le confinement, le Covid m'a aidée parce que là, j'ai fait une pause très longue. Parce que moi, je travaille avec l'association, on faisait beaucoup d'événementiels, beaucoup de rassemblements. Donc, finalement, là, il y a eu un coup d'arrêt total. Et ça m'a fait du bien de me recentrer sur moi, de plus être exposée, voilà. Pas bien de faire pause aussi parce que je sortais beaucoup. Tous les soirs, on avait quelque chose. Donc, au bout d'un moment, on est fatigué, hein, quand on rentre chez soi à 1 heure du matin, qu'on se lève le lendemain, qu'on repart bosser, qu'on enchaîne tout, qu'on blinde l'agenda. Après, j'avais blindé l'agenda aussi pour guérir ma période de deuil. Donc, finalement, pendant 10 ans, je me suis vraiment donnée à fond. Et puis d'un seul coup, mon corps a dit stop, donc je me suis fait les ligaments croisés du genou, donc ça m'a fait un petit arrêt. Ensuite, le Covid, qu'on disait, je me suis reposée. Et après, ça a été difficile de repartir. J'ai enchaîné chez Keléo et ça a été très très difficile de retrouver ma place, de retrouver de la légitimité et de repartir. Mais je m'en suis sortie, c'est vrai, sans médicaments, sans suivi psy. Je sais pas comment je m'en suis sortie. Avec les amis aussi, les Ouais. amis, la famille. Voilà, j'ai réussi à le faire toute seule. Alors, c'était peut-être pas un gros burn-out, hein, c'était peut-être un ras-le-bol. On met un peu tout derrière le burn-out, mais c'était peut-être pas ça. Et ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Et tu fais des raids, et c'est pas mal aussi Voilà, je fais des raids, je prends du temps pour moi. pour le corps et la tête. Tu l'as dit au départ. Ouais, Alors, sympa. on revient au thème juste pour conclure un peu le jeu des questions-réponses avant de passer au portrait tout à l'heure, au portrait pile ou face. Euh, Athlète de l'entreprise, quand tu as vu le nom du podcast, voilà, ça t'inspire quoi, athlète de l'entreprise? Athlète des entreprises, les athlètes, c'est vrai que ils s'engagent pleinement, il sait doser son effort. C'est une personne qui connaît le prix de la performance. Donc, ils sont très, très bien pour les entreprises, ces athlètes. Ils sont très bien. Il Ouais. faudrait que toutes les entreprises aient un ancien athlète dans ses équipes parce que ça apporte énormément de choses. Il y a vraiment le plus. Il faut que les entreprises françaises comprennent que les sportifs sont des gens sérieux, réguliers, ils savent porter des Ils savent déçus, se remettre voilà. ils savent se remettre en question, ils savent travailler avec une intensité, une vision, une discipline, beaucoup de discipline, parce qu'ils l'ont apprise avec leur sport. Donc, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Et puis, ils abandonnent pas facilement. Ils amènent un état d'esprit, une énergie. Ça rejaillit forcément sur toute l'équipe de l'entreprise. Donc il y a tout intérêt, hein, c'était un peu l'objet de ma dernière question, mais auquel tu as répondu, hein, c'est évidemment les entreprises ont intérêt à nouer des partenariats avec les athlètes ou les équipes, voilà, et en faire quelque chose de dynamisant pour leur entreprise, quoi. Bien sûr, et puis c'est toujours honorable pour une boîte parce que il est adulé, les gens aiment lui parler, aiment le toucher, voilà, c'est bien d'avoir un sportif de haut niveau. Même moi, si je les côtoie, voilà, ils sont comme mes amis, je les vois moins comme les grands champions, mais c'est vrai qu'il y a des moments, si je prends du recul, je me dis, ah ouais, c'est quand même un grand champion celui-là, ou une grande championne. Prendre du recul tout en étant passionné, c'est un peu l'équilibre, la petite lumière dont tu parles aussi, qui est Ouais, chouette, qui est chouette. ouais, ouais. Ok.
Alors juste pour terminer, il y a quelques questions dites pile ou face, ou même tu vas me dire sur les deux mots que je vais te citer, ce qui te paraît ce qui est plus proche de toi. Alors j'ai déjà un peu idée sur certaines questions de ta réponse, mais voilà, et on va attaquer par le cyclisme pour le coup. Alors Tour de France ou Paris-Nice? Ah, bah, Tour de France quand même. Mais malgré ton affection pour le Paris-Nice historique. Tour de France, ouais. Ok. Alors il y a deux coureurs qui ont couru à l'époque de Laurent, Greg LeMond ou Bernard Hinault? Bernard Hinault, Tu restes française là pour le coup. reste française, ouais. Même si j'aime bien Greg LeMond malgré tout. Alors talent ou entraînement, voilà, Laurent avait du talent, il s'est beaucoup entraîné sans doute, mais s'il fallait choisir au travers de ce que tu as vu, au travers de Laurent et de tous les sportifs que tu as croisés, talent ou Talent. entraînement? Talent? Talent. Ouais, ouais, ouais. Parce que Pourquoi l'entraînement, talent? voilà, parce que talent, tout le monde ne l'a pas. Ouais, ok. Alors juste un autre thème, activité cérébrale ou physique? Les deux quand même. Les deux quand même. Les T'as deux. ton joker, hein, t'as droit à un joker, hein. Ah, j'ai un Alors, joker. Bon, bah, je la mets c'est sur joker. je le mets sur celui-là, sur cette question-là. Ok. Allez, une avant-dernière question. Apprendre ou enseigner? Apprendre. Apprendre. Et la toute dernière, alors celle-là, je la pose à tous les invités parce qu'elle m'est chère. C'est peach ou banane pour te ressourcer pendant les courses? Banane. Banane. Tu restes sur les fruits. Soulignement la banane. Ouais. T'as raison. Il faut avoir Même si toujours le une peach, c'est banane dans pas. sa poche. J'en ai en rando. En rando des bananes. Bon, donc, c'est le conseil que tu donnes à tous les sportifs alors et à toutes les sportives, Voilà. d'avoir une C'est banane sous ça. la main. Bon bah Valérie, je vais te remercier hein, voilà pour ce moment passé ensemble, c'est super sympa. Alors c'est vrai que bah, quand je t'ai sollicité, t'as dit OK tout de suite pour être la première femme à être interviewée bah, pour les Je podcasts. suis ravie. Donc Ben, c'est vraiment sympa d'avoir pris un moment là ce matin pour moi, pour le Campus Club et puis aussi pour tous ceux qui vont avoir la chance d'écouter le podcast. Je te remercie beaucoup. Et puis, bah, j'invite tous ceux qui vont écouter le podcast, bah, surtout à s'abonner à la newsletter qui leur permet d'avoir vraiment, qui vous permet, pardon, d'avoir vraiment tous les invités en exclusivité. Et puis, vous pouvez aussi, bah, bien sûr, aussi, si l'épisode vous a plu, les futurs épisodes aussi, bah, le noter hein, sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Spotify, etc. pour le podcast. Donc, bah, Valérie, je te dis à bientôt. Je te remercie encore beaucoup d'avoir participé à ce podcast et on se retrouve bientôt. merci beaucoup, Gonaï. C'était très, très sympa de replonger dans ma vie d'avant. Allez, je te Super remercie. pour moi aussi. À Allez, ciao. bientôt. Salut. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir.